Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier une fonction trigonométrique, celle-ci. Donc ici on a plein de questions classiques, je te mets le sujet qui est là, on va regarder rapidement de quoi ça parle. Donc à qui ça s'adresse? On est pour du premier qui aurait fait la trigonométrie de façon complète avec toutes les bases, résolution d'équations, d'inéquations et ainsi de suite sur la trigonométrie, ou et surtout d'ailleurs pour l'élève de terminale qui a fait la trigonométrie aussi de façon complète, qui l'a revue et qui voit les études de fonctions. Donc évidemment pour le premier comme pour le terminal, il faut avoir fait aussi les dérivés des fonctions trigo. Je vais te les rappeler pendant la vidéo, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Après pour le reste, comme tu peux voir, il faut savoir étudier la période, il faut savoir étudier la parité, réduire un domaine, calculer une dérivée, étudier un signe, une équation de tangente, un grand classique dans la dérivation. Donc évidemment, il faut avoir fait la dérivation en première, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, une petite courbe pour voir à quoi ça ressemble. Bon, maintenant que tu as vu ce sujet, si tu es au point, tu veux t'entraîner, réviser un devoir, tu mets pause, tu le fais, tu comptes une petite demi-heure, pas plus, et puis ensuite tu m'utilises comme correction. Pour les autres, on va avancer proche en proche et on va faire question par question. Donc, allez, on commence. La première question, qu'est-ce qu'elle nous demande? Il faut étudier la périodicité. Qu'est-ce que c'est que la périodicité d'une fonction? En fait, c'est une fonction qui se répète tous les 2π dans l'exemple qui est le nôtre. Donc, je te rappelle la définition de la périodicité. Donc ici, je te mets la définition d'une fonction périodique de période t. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il nous dit que f est périodique si et seulement si pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction, f de x plus t, ça fait f de x. Ce qui veut dire que pour une valeur de x donnée, si je me décale de t, de 2t ou de moins t, enfin d'un facteur k fois t avec k un entier, je vais retomber sur la même image. Regarde le petit dessin que je t'ai fait. On se met ici en x, ici en x plus t, avec t qui est l'écart de décalage horizontal, et je vois bien que j'ai la même image qui est ici. Donc, lorsque f de x égale f de x plus t, et ce, quel que soit le réel de l'ensemble de définition, c'est que la fonction est périodique de période t ici, et va se répéter tous les t. Donc en fait, je te rappelle d'ailleurs la périodicité des fonctions cosinus et sinus, car si tu te rappelles, dans le cercle trigonométrique, quand tu es sur un point du cercle, qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas fait 17 tours et qu'en fait tu étais à ce point-là avec ces 17 tours? On ne sait pas. Donc un cosinus et un sinus en fait se répètent pour toutes les valeurs, car un cosinus c'est l'abscisse du point sur le cercle trigonométrique, alors que le sinus c'est l'ordonnée du point. On voit que le cosinus de x plus 2π est égal au cosinus de x, et que le sinus de x plus 2π est égal au sinus de x. Donc ce sont des fonctions qui sont 2π périodiques. Donc ici, pour notre exemple, dans l'exercice que l'on doit faire, qui est la fonction sinus carré x plus cos x, pour étudier la périodicité et montrer qu'elle est 2π périodique, c'est-à-dire qu'elle va se répéter tous les 2π, il faut calculer f de x plus 2π. Donc il faut remplacer en fait chacun des x là-dedans par x plus 2π. Donc là maintenant tu remplaces les x comme on a fait ici, donc ce x là devient x plus 2π, ce x là devient x plus 2π, ce qui fait qu'on a sinus de x plus 2π, où tu vas utiliser ça qui va faire sin x, le tout au carré, puis le cosinus de x plus 2π, où tu sais que le cosinus de x plus 2π fait cos x, donc ici on va obtenir cos x, ce qui fait qu'on va bien retomber sur f. Donc une fois que tu as simplifié ici les expressions, tu marques bien égal f de x, ce qui correspond à la définition qu'on a rappelée là, et on conclut f est donc bien 2π périodique. Alors peut-être que ton professeur marque f est périodique de période 2π, c'est pareil, c'est la même chose, c'est plus contracté, plus pratique ici. Bon, la question suivante, si tu as noté en début, il faut étudier la parité. La parité, je te le rappelle, ça nous permet d'avoir des éléments de symétrie de la courbe de la fonction par rapport à l'origine ou l'axe des ordonnées. Donc commençons par faire un petit rappel sur la parité. Donc pour étudier la parité, cela revient à se poser la question si la fonction est paire ou impaire. Si la fonction est paire ou impair, première chose à vérifier, ce qui est bon ici parce que la fonction est définie sur R, c'est que le domaine de définition est centré en 0. Alors je m'explique, ça veut dire que si par exemple tu as une fonction qui a une valeur interdite qui est moins 2, il faut que 2 soit aussi valeur interdite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autant de valeurs à gauche qu'à droite de 0 et qu'elles soient toutes symétriques par rapport à 0. Donc par exemple, racine de x, il est impossible d'étudier la parité. De toute façon, on te met en bas dans la description plein de vidéos et de liens pour étudier la parité, la période, voir comment est-ce qu'on utilise tout ça. C'est important, tu peux aller les voir, ça t'aidera.
Donc, pour étudier la parité, dans les deux cas, il suffit de calculer f de moins x lorsque x est un réel du domaine de définition. Si ça fait f de x, eh bien, ça caractérise une fonction paire et donc une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par exemple, la fonction x carré est une fonction paire. Et enfin, si la fonction est impaire, c'est que f de moins x est égal à moins f de x. Et dans ce cas-là, on a la courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Par exemple, la fonction cube ou la fonction inverse, qui sont toutes les deux des fonctions impaires. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire ici. Il va falloir calculer f de moins x et voir ce que ça donne. Alors, je te rappelle que la fonction cosinus est une fonction qui est paire. Donc on sait que cos de moins x, ça fait cos x. Et que la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Sinus de moins x, ça fait moins sin x. Donc là, ça sont des choses qu'il faut avoir en tête et qu'il faut savoir utiliser pour ici. Donc, toujours la petite rédaction qui va bien en disant que f est défini sur R, sous-entendu, comme on a rappelé là, centré en 0. On peut étudier la parité, et donc pour tout x appartenant à R, ce x tu le remplaces par moins x, ce x tu le remplaces par moins x. On rappelle que sin de moins x ça fait moins sin x, et que cos de moins x ça fait cos x. Donc maintenant, on peut écrire ce que ça donne, donc ça donne moins sin x le tout au carré, et cos de moins x fait cos x, donc plus cos x. Enfin, le moins avec le carré, il dégage, et donc ça fait sinus carré de x plus cos x. Donc au final, on est bien tombé sur une des formules ici, c'est-à-dire sur f de x. Donc, f de moins x égale f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Allez, conclusion, f est donc paire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si la fonction est paire, on l'a rappelé ici, on a dit que cf est symétrique par rapport à OY. Je te rappelle, OY, c'est une écriture pour dire l'axe des ordonnées. Bon, ce qui va nous mener maintenant à la question suivante. Une fois qu'on a étudié la période et la parité, eh bien en fait, ça permet de réduire le domaine d'étude. Je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets ici en lien. Tu as comment réduire le domaine d'étude d'une fonction à partir de la période et de la parité. Si ça, c'est pas super clair, au moins tu vas voir quelques exemples pour voir comment faire. Bon, ici, on va regarder quel est l'impact de la parité de la période sur la réduction du domaine d'étude. Et ça, c'est vraiment pratique puisque cette fonction est définie sur R, mais les fonctions trigo ont tendance à osciller en permanence et on ne peut pas faire un tableau de variation infini en fait. On va faire un tableau de variation en gros focus sur un intervalle donné et par des transformations géométriques, on va arriver à obtenir le reste de l'étude de la fonction. Donc là, je te rédige un petit peu la question, voir comment est-ce qu'on peut l'amener de façon assez synthétique, sans trop se perdre dans de la rédaction trop chiante. Donc, pour déterminer un domaine d'étude restreint, un domaine en gros suffisant sur lequel on va pouvoir se contenter d'étudier la fonction et par des considérations géométriques, on va obtenir tout le reste. Donc en fait, on commence par dire que la fonction est 2π périodique. Si la fonction est 2π périodique, ici on l'a vu avec t périodique, ça veut dire que là, tous les t, elles se répétaient. Donc ça veut dire qu'en fait, il suffisait d'avoir un brin de courbe dont l'axe des abscisses prenait une amplitude de largeur t pour avoir tout le reste de la courbe. Ça vient quand même sacrément bien réduire. Donc ici, c'est 2π. Donc on peut se contenter d'étudier la fonction f sur un intervalle d'amplitude 2π. Alors, amplitude 2π, évidemment, il y en a plein. Je t'en ai donné 3 comme exemple, mais il y en a une infinité des intervalles d'amplitude 2π. Donc, on pourrait prendre 0 2π, moins 2π 0, moins pi pi, et ainsi de suite. Mais il y en a un qui est meilleur que les autres, puisqu'on sait que la fonction est paire. Si la fonction est paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou l'origine. Ici, c'est paire, donc c'est l'axe des ordonnées. La parité permet en fait de venir regarder une diminution de l'intervalle par 2. C'est-à-dire que vu qu'on recompare les valeurs par rapport à 0, à gauche et à droite de 0, puis ensuite les symétries, eh bien en fait, il suffit de prendre un intervalle qui est centré en 0, c'est-à-dire un intervalle dans lequel 0 est au milieu. Donc, pas lui, on va prendre moins pi, pi, dans lequel il y a 0 qui est au milieu. Donc, intervalle d'amplitude 2π avec 0 au milieu lorsqu'il y a période et parité. Ensuite, on rappelle que la fonction est paire, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui fait que
vu que la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, vérifie un petit peu là ta fonction carrée en tête que tu as et tu vois bien que si tu as un morceau de la courbe, eh bien, en le pliant par symétrie, tu as l'autre morceau de la courbe, la symétrie axiale de celle de l'axe des ordonnées. Et bien là, c'est pareil en fait. Donc, entre moins pi et pi, tu vas pouvoir venir couper cet intervalle en deux et en prenant l'intervalle par exemple 0 pi. On aurait pu prendre moins pi 0, ça marchait aussi bien. Donc l'intervalle que l'on va prendre pour étudier la fonction sera l'intervalle 0 pi. C'est-à-dire cet intervalle-là, intervalle qui par symétrie va me donner hop, la partie entre moins pi et 0. J'ai donc ensuite un intervalle d'amplitude 2pi. Et puis par des translations horizontales, ici, je vais pouvoir obtenir le reste de la courbe. À partir du moment où j'ai la portion ici, je fais une symétrie, j'aurai la portion ici. Et puis je vais décaler de 2pi chacun des points de ma courbe. Par exemple, si je l'ai entre 0 et pi, hop, je fais 2pi ici, je vais l'avoir là. Si je l'ai entre moins pi et 0, hop, je fais 2pi ici, je vais l'avoir là. Donc en fait, par des copier-coller ou des translations de vecteurs 2pi selon i, je vais obtenir toute ma courbe et toute l'étude de la fonction sur R. Bon, voilà comment on obtient un domaine restreint pour avoir une étude de fonction beaucoup plus facile et courte à faire et ensuite la générer sur R. Alors maintenant, on arrive à la suite, l'étude de la fonction, la dérivée et ainsi de suite. Donc on commence par le calcul de la dérivée. La fonction est f de x égale sinus carré x plus cos x. La fonction sinus et la fonction cosinus sont des fonctions qui sont définies et dérivables sur R. Et je te rappelle que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus et que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Ça, au moins, on va arriver à faire la dérivée ici. Attention, petit point, on commence par rédiger, définit donc dérivable sur R, donc sur D. Et pour tout x appartenant à R, on ne se lance pas comme un bœuf dans la dérivation ici. On a sinus carré. Il y a ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction composée. Si tu es en terminale, tu sais de quoi je parle. Si tu es en première, ça va venir. Ici, on a quelque chose de la forme u puissance n. Attention, j'attire ton attention là-dessus. Donc, je vais l'écrire avec le carré en dehors, hein, que ce soit noté comme ça ou comme ça, c'est pareil. Ça, on va dire que c'est de la forme u carré. En gros, pour celui qui les a déjà faites, u puissance n. Et donc, la dérivée de u puissance n, je te rappelle que c'est n u' u puissance n-1. Attention, hein, ça, il faut bien faire gaffe au carré lorsqu'ils seront sur des cosinus, des sinus, des ln quand tu seras en terminale ou si tu es en terminale, à ne pas se lancer tête baissée dans le calcul de la dérivée et à bien faire attention à cette formule-là de la dérivée d'une fonction composée. Donc lorsqu'on va faire la dérivée de sinus carré, je te fais un petit encart juste pour celle-ci. Sinus carré, hop, prime. Comment est-ce qu'on va la faire? Eh bien, ça fait n, sachant que n ici c'est 2, fois u', c'est là que ça intervient la dérivée de sinus qui fait cos, donc cos x, fois u puissance n-1, c'est-à-dire le sinus à la puissance de moins 1, donc 1, donc fois sin x, donc 2 cos x sin x. Alors celui qui a fait des formules de sinus x cos x c'est sinus de 2x. Mais ici, ça serait pas malin de venir l'utiliser puisque en fait, lorsqu'on va vouloir calculer la dérivée de façon complète, ce qui arrive directement là, eh bien tu vas voir qu'il y a une factorisation qui va se faire alors que le sinus de x te bloquerait. Donc ici, maintenant, une fois qu'on a fait ce petit point là-dessus sur lequel on aurait tout à fait pu se tromper, eh bien maintenant, on va calculer la dérivée. Alors, f' de x est égal à sinus carré x, hop, allez, on l'a fait, 2 cos x sin x. Ça, c'est bon. Plus cos x, la dérivée de cos, c'est moins sin, donc moins sin x. Et là, tu vois ce que je te disais à l'instant, c'est que tu peux mettre ton sinus x en facteur. Donc, ça fait sin x facteur de 2 cos x moins 1. Ça, c'est l'expression la plus pratique de ta dérivée pour venir étudier son signe et faire le tableau de variation. Car évidemment, pour étudier une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. Quand tu regardes les questions suivantes, je te remets ici le sujet, comme ça tu vois où on en est. Et tu vois l'inéquation qu'on te demande, c'est vachement rassurant quand tu vois ce qu'il y a ici. Pourquoi est-ce qu'on se contente de venir étudier uniquement le 2 cos x moins 1? Mais puisqu'on est dans l'intervalle
0π. Et vu qu'on est dans l'intervalle 0π, le sinus est au-dessus, car sur 0π, les valeurs du sinus qui sont les valeurs sur l'axe des ordonnées dans ton cercle trigonométrique, on est sur la partie au-dessus, le sinus est donc positif. Allez, maintenant on passe à la suite. Donc pour la question suivante, on te demande de résoudre 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc nickel, c'était ce qu'on avait dans notre dérivée. Bon, je fais passer le 1 de l'autre côté, puis je divise par 2, ça me fait cos x plus grand que 1,5. Donc en fait, cos x plus grand que 1,5, ce que je te propose, c'est de toujours faire un petit cercle comme ça sur ta copie pour arriver ensuite à justifier ce que tu vas donner comme solution derrière. Alors, je te bascule sur un cercle trigo bien mieux pour expliquer ça. Alors, pour résoudre l'inéquation cos x supérieur ou égal à 1,5, il faut se placer sur l'axe des abscisses qui correspondent aux valeurs du cosinus et repérer la partie où le cosinus est supérieur ou égal à 1,5. Donc on commence par placer le 1,5 sur l'axe des abscisses et on fait un trait rouge pour dire qu'à cet endroit, le cosinus est plus grand que 1,5. Alors, maintenant que ça c'est fait, on vient ensuite repérer sur le cercle les angles correspondant à cos x est égal à 1,5. La partie inférieure ici du cercle qui est en bleu, et d'ailleurs toute la partie inférieure ici ne nous intéresse pas puisqu'on étudie la dérivée sur l'intervalle 0π, ce qui correspond en fait à la partie supérieure du cercle. Donc maintenant, on vient repérer sur cette fameuse partie supérieure la partie entre 0 et π qui correspond à cos x plus grand que 1,5. Et on voit que ça fait cette partie-là du cercle ici, c'est-à-dire la partie des angles pour lesquels le cosinus est plus grand que 1,5 et donc comprise entre 0 et π sur 3, où π sur 3 correspond à la valeur pour laquelle le cosinus vaut 1,5 dans l'intervalle 0π. Donc on obtient un cos x plus grand que 1,5 dans l'intervalle 0π qui correspond à la portion ici en bleu de l'arc de cercle comprise entre 0 et π sur 3. Et donc, ce qu'on vient de voir, tu peux le faire figurer sur ta copie, un peu de cette forme-là. Donc, cos x supérieur ou égal à 1,5, dans 0 de π, on obtient 2 cos x plus grand que 0, revient à x appartient à 0 π sur 3, et tu fais ce petit cercle-là. Comme ça, au moins, c'est très bien, on a vu que tu as bien visualisé les choses. Et en effet, tout à l'heure, avec ce que je t'ai diffusé, tu as pu voir qu'on visualisait quand même un petit peu mieux, on comprend bien ce qui se passe normalement. Si ça, tu galères, va voir des vidéos sur les résolutions d'inéquations trigo. On t'en met une ici, comme ça au moins tu peux voir avec un lien là-haut, et on t'en met d'autres en description là-dedans sur résolution d'inéquations avec cosinus et avec sinus. Tu as tout ce qu'il faut pour arriver à t'en sortir là-dessus. Ça doit être basique et bien maîtrisé. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on répond à la fin de la question et donc on veut le tableau de variation de la fonction. Donc pour le tableau de variation de la fonction, eh bien en fait, on peut voir que sur l'intervalle 0π, on a fait intervenir la valeur π sur 3. Il va donc falloir calculer l'image en π sur 3, puis l'image en 0, en π, et justifier que le signe ici correspond au signe de la dérivée, ce qu'on a dit en fait il y a quelques minutes pour expliquer que le sinus était positif. Alors, on rédige tout ça et on l'amène dans un tableau. Alors maintenant, faisons les calculs ensemble. Donc, image en 0, ça veut dire qu'on va remplacer ici les x par 0. Donc, f de 0, ça fait sin de 0, le tout au carré, plus cos de 0. Sin de 0, combien ça fait? Sin de 0, ça fait 0, évidemment. Plus cosinus de 0, le cosinus de 0 fait 1. Donc, plus 1, ici, égale 1. Si ça c'est tendu pour toi, je t'invite à bien prendre le tableau des valeurs particulières des cosinus en 0, π sur 2, π sur 3, π sur 6 et tous les autres. C'est super important ça. Si ça tu ne le maîtrises pas bien, tu vas galérer. Et si tu envisages de la prépa, compte pas sur ta calculatrice pour te donner cette valeur. Il faudra bien les connaître de tête. Alors maintenant, pour π sur 3, que vaut le sinus en π sur 3? Le sinus de π sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Mais c'est au carré. Donc on va marquer racine de 3 sur 2 au carré. Plus le cosinus de π sur 3, combien ça vaut? Le cosinus de π sur 3, ça vaut 1,5. Donc plus 1,5. Ici, on se retrouve avec racine de 3 sur 2 au carré. Donc ça fait 3 quarts. Donc ici, 3 quarts plus 1,5. Enfin, il ne reste plus qu'à réduire au même dénominateur, à ramener ça sur 4. Donc ça nous fait ici 2 quarts. 3 et 2, 5, 5 quarts. Hop. Et enfin, en pi, le sinus, il vaut
0 et le cosinus, il vaut moins 1. Donc on a moins 1. On a donc maintenant toutes les valeurs, on n'a plus qu'à remplir le tableau qui est ici. Donc, maintenant, ici, on va faire une petite phrase de rédaction. Pourquoi la dérivée qui est ici, on se contente de venir lui étudier juste la partie de 2 cos x moins 1. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va le rappeler là. On va dire que x appartient à 0 pi. Et je te conseille de te faire ça sur un petit brouillon. Comme ça, au moins, tu auras toujours toutes les données de l'énoncé. Ça, c'est pratique. Donc, x appartient à 0 pi. Donc, sin x est supérieur ou égal à 0. Le fait de marquer ça ou de marquer f est donc du signe de 2 cos x moins 1, c'est ce qu'on va marquer ensuite, ça permet de justifier que ce que l'on a fait avant nous donne parfaitement le signe. Donc, c'est ce qu'on marque ici. Donc, f' de x est du signe de la parenthèse qui est là, de cos x moins 1. Avec cette petite phrase, on a justifié que ce que l'on a fait à la question d'avant, c'est-à-dire quand est-ce que ça c'est positif, ça nous donne le signe de f'. Donc quand est-ce que je mets un plus? Je le mets entre 0 et pi sur 3, donc ici. Sous-entendu que ici, j'ai un moins. J'ai donc une fonction qui est croissante entre 0 et pi sur 3, puis décroissante entre pi sur 3 et pi. En 0, elle vaut 1, puis en pi sur 3, elle vaut 5 quarts, et enfin, en pi, elle vaut moins 1. Donc voilà le tableau de variation complet de la fonction sur l'intervalle 0pi. Et grâce à ça, on peut en déduire avec une symétrie la partie entre moins pi et 0. Puis ensuite, par des translations, on en déduit tout le reste. Allez, il nous reste plus que 2 questions. L'équation de la tangente et la courbe. Alors pour l'équation de la tangente, évidemment, il faut bien avoir fait son chapitre sur la dérivation en première. Et je te rappelle que l'équation de la tangente est donnée par y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Bon, il n'y a plus qu'à l'appliquer ici et on va obtenir l'équation de la tangente demandée. Donc on rappelle ici l'équation de la tangente en remplaçant cette fois-ci le a par pi sur 2. Donc f' de pi sur 2 facteur de x moins pi sur 2 plus f de pi sur 2. On calcule maintenant les valeurs f' en pi sur 2 et f en pi sur 2. Donc le f' était la valeur qui est là. Le sinus en pi sur 2, ça fait 1. Le cosinus en pi sur 2, ça fait 0. Donc ici, on a 1 facteur de 2 fois 0 moins 1. Bon, 2 fois 0, 0, moins 1, et 1 fois moins 1, moins 1. Et maintenant, même chose ici. Donc pour f en pi sur 2, le sinus en pi sur 2, ça fait 1. Donc ici, on a 1 au carré, plus le cosinus en pi sur 2 qui fait 0, on a donc 1. On obtient donc une équation de la tangente qui est, par le remplacement ici de ça en moins 1 en pi sur 2, facteur de x moins pi sur 2, et enfin plus f de pi sur 2 qui fait 1. Il n'y a plus qu'à développer, ce qui donne moins x, ensuite moins par moins plus pi sur 2, et plus 1. Voilà l'équation de la tangente en pi sur 2. Et attention, n'oublie pas de mettre ton y égale devant, car y égale ça me donne bien une équation. Alors que si tu dis l'équation de la tangente est juste ça, ça ne représente pas grand-chose. Donc, on vient de faire l'équation de la tangente. Le meilleur moyen, c'est de prendre ta calculette, de la tracer, de tracer la courbe et de t'assurer que c'est bien tangent en pi sur 2. Allez, maintenant la dernière étape qui est tracer la courbe représentative de la fonction. Alors, hop, je te mets la courbe de la fonction ici et on commente rapidement comment on l'a fait. Donc, tu vas rentrer l'expression de la fonction ici dans ta calculatrice et tu vas prendre un max de valeurs entre 0 et pi pour avoir une courbe la plus précise possible là-dedans. Donc, dans ta table, tu mets un début de table à 0 et tu vas mettre un delta table par exemple de pi sur 6. Comme ça, au moins, tu vas avoir des valeurs tous les pi sur 6. Alors évidemment, tu ne vas pas mettre des valeurs en 0,5, ça pourrait marcher, mais vu qu'on est en trigo, il vaut mieux mettre des delta tables correspondant à du pi sur 6, pi sur 3, enfin, en tout cas des facteurs qui sont pratiques pour la trigo.
tu places plein de petits points et ça va te donner la partie de la courbe que je t'ai tracée en bleu entre 0 et pi, car c'est la partie référente que l'on a faite ici. Mais nous, dans l'énoncé, on nous demande de la faire entre, non pas 0 et pi, mais entre moins 2pi et 2pi. Donc un truc beaucoup plus grand. Et bien c'est là qu'intervient ce qu'on a vu tout à l'heure pour la réduction du domaine. Entre 0 et pi, on fait une symétrie axiale. Ça va nous donner la partie qui était entre 0 et pi, hop, de l'autre côté, je vais obtenir la partie entre moins pi et 0. Ça, c'est la partie en rouge qui est symétrique par la courbe en bleu. Et je parle bien de la partie de 0 à pi qui, par symétrie, me donne la partie entre moins pi et 0. Et maintenant que j'ai ça, eh bien en fait, tu pourras remarquer que sur le graphique, j'ai laissé des codes couleurs. Je vais translater de 2pi vers la gauche pour obtenir la courbe en bleu entre moins 2pi et moins pi. Et je vais translater la partie entre moins pi et 0 de 2pi vers la droite pour obtenir l'autre portion en rouge, la portion qui sera entre pi et 3pi. Donc ça va permettre par d'abord la symétrie axiale, puis ensuite les translations grâce à la périodicité, d'obtenir la courbe sur l'intervalle qui t'est demandé. Ce n'est qu'une histoire de symétrie et de translation pour obtenir ta courbe en entier. Bon, eh bien écoute, voilà, on a fini la correction de l'étude de cette fonction. Pas mal complète, hein, périodicité, parité, réduction du domaine, calcul de dérivée, étude de signes, tableau de variation, tangente et enfin courbe représentative. Étude assez complète. Donc tu pourras t'entraîner, on te mettra en lien à la fin de la vidéo d'autres vidéos sur des études de fonctions. Et évidemment, pour le terminal, on pourra y mêler la continuité et ça viendra d'ailleurs dans d'autres vidéos qu'on te proposera. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de bien comprendre comment est-ce qu'on étudie une fonction trigo. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir, ça va remonter dans l'algorithme. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Si tu peux la partager auprès de tes amis, venir la commenter, nous dire ce que tu en penses, ça sera génial. Puis tu peux venir nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Allez, salut à tous!